j'ai aussi une présentation. Alors, moi aussi, j'ai un texte. Moi aussi, je me suis timée, mais en même temps, la nervosité de parler devant une foule va faire peut-être que je parle beaucoup plus vite ou beaucoup plus lentement. Alors, espérons que tout se passe bien. Alors, bonjour et merci de votre accueil. Je me sens honorée d'avoir été invitée à discuter avec vous lors de cette 3e journée d'études sur la qualité de l'emploi. Je suis ici à titre de chercheur de l'IRIS ou à l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas notre institut, il s'agit d'un think tank progressiste qui travaille sur les enjeux d'économie et de politique publique. Notre mandat est double. D'abord, nous souhaitons faire avancer les connaissances en produisant des publications de qualité. Ensuite, à partir de ce travail de recherche, nous faisons un travail de vulgarisation et de diffusion afin que tout le monde puisse participer aux discussions économiques, sociales et politiques. C'est pourquoi nous produisons non seulement des études et des notes socio-économiques, mais que nous utilisons ensuite des billets de blog, des vignettes, des vidéos, des bandes dessinées ou des conférences pour présenter nos conclusions différemment et rejoindre un public plus large. Dans les dernières années, j'ai travaillé sur 3 documents que je considère pertinents pour cette rencontre. En 2014, j'ai publié avec Julia Posca une note sur la répartition des tâches domestiques au Québec. En 2015, j'ai publié avec Simon Tremblay-Pepin une étude qui recensait l'impact des mesures d'austérité sur les femmes. Et tout récemment, j'ai coécrit un chapitre sur le temps dans un livre dans lequel l'IRIS imagine des politiques publiques progressistes et qui va sortir le mois prochain. Donc oui, l'IRIS aime le travail collectif et oui, il y a un lien entre l'impact des politiques publiques sur les femmes, les tâches domestiques et le rythme qu'on s'impose avec le travail. Ma présentation va être grosso modo en 3 parties et 2 temps. Le premier temps va essayer de comprendre la réalité des femmes qui sont encore celles qui en font le plus. Je vais commencer par faire une recension des inégalités de genre sur le marché du travail pour ensuite passer au partage des tâches. Et je vais terminer avec le 2e temps qui va s'attaquer plutôt à la place du travail dans nos vies et des propositions de reconfiguration du marché du travail afin d'y inclure une réduction du temps qui est consacré. Donc, marché du travail. La première chose qu'on peut faire, c'est voir que les femmes sont de plus en plus présentes sur le marché du travail. Le graphique suivant permet de suivre l'évolution du nombre d'heures travaillées pour les hommes en rouge, les femmes en vert et l'ensemble du Québec en bleu, de 1976 à 2015. Si les hommes et les femmes travaillent aujourd'hui beaucoup plus qu'il y a 40 ans, c'est plutôt en convertissant les données sur une base 100 qu'on peut voir vraiment le progrès qui a été fait. Voir à quel point ce sont les femmes, la ligne verte, je vous rappelle, qui ont connu la croissance la plus spectaculaire. Elles ont plus que doublé leur temps de travail sur la période, ce qui est 4 fois l'évolution que connue les hommes sur la même période. Et comment ça s'est répercuté sur les revenus? J'ai utilisé les données de Statistique Canada sur le salaire moyen des hommes et des femmes de 2000 à 2014 pour regarder ça. Et si on prend le salaire moyen des femmes en proportion de celui des hommes, on obtient la droite qui est à l'écran présentement. En 2000, le salaire moyen des femmes n'atteignait même pas 70 %. Un peu plus de 10 ans plus tard, il était rendu à 75 %. Cette évolution nous amène à 3 constats. D'abord, les femmes sont toujours moins bien payées que les hommes. Ça semble être une tendance qui n'est ni nouvelle ni près de se résorber. Ensuite, bien qu'il faudra probablement attendre une génération ou 2 avant que les femmes et les hommes reçoivent leur salaire équivalent, on voit que la situation s'améliore lentement mais sûrement. Finalement, la route vers la parité salariale se fait moins rapidement que la progression des femmes sur le marché du travail sur la même période. Les femmes travaillent beaucoup plus et elles sont payées un peu plus. Les femmes sont responsables quand même d'une part non négligeable de l'augmentation de la productivité, même si, comme trop de salariés, ce ne sont pas elles qui profitent de l'augmentation des revenus qui en découlent. Pourquoi les femmes sont payées moins que les hommes? Historiquement, on peut retracer ça à la révolution industrielle. Avant cette période, les hommes et les femmes travaillaient à partir de la maison, de leur terre. Tout travail était en quelque sorte domestique. Il y avait une division du travail, mais elle n'était pas basée sur intérieur-extérieur. Il faut, bien entendu, pas idéaliser cette époque. Si le travail domestique était vécu en partenariat, les femmes n'étaient quand même pas considérées comme des égales politiques ou sociales des hommes. Ajoutons à cela que l'enfance est une création relativement récente. L'idée que tout se joue avant 5 ans ne traversait probablement pas l'esprit des mères du 18e ou 19e siècle. Le travail de soins des enfants était donc bien différent de celui d'aujourd'hui.
Avec la révolution industrielle, ce n'est plus au champ, mais à l'usine qu'il fallait travailler pour nourrir sa famille. Les femmes travaillaient quand même à l'extérieur de la maison, mais surtout selon 4 cas de figure, lorsqu'elles étaient célibataires, lorsque leur mari ne parvenait pas à gagner assez d'argent pour subvenir aux besoins de la famille, si elles étaient assez riches pour se permettre de défier les conventions, ou lorsqu'il y avait une pénurie de main-d'œuvre. Dans la plupart des cas, les femmes recevaient quand même un salaire moindre parce qu'elles étaient toujours considérées comme étant à charge de leur père ou de leur mari, mais aussi parce qu'on les considérait comme moins résistantes et moins qualifiées, ce qui est quand même assez drôle quand on pense aux longues heures difficiles qu'elles pouvaient endurer dans des manufactures à faire un travail de précision. Ça, c'est dans le passé. Aujourd'hui, les femmes jouissent quand même d'un statut politique égal aux hommes. Elles ont le droit d'étudier dans ce qu'elles veulent. Elles ne peuvent être discriminées à l'emploi sur la base de leur sexe et les contrats de travail qui incluiraient des échelles salariales basées sur le sexe seraient illégaux. Pourtant, encore aujourd'hui, lorsqu'on regarde la répartition des emplois entre les hommes et les femmes, force est de constater qu'il existe encore de la ségrégation professionnelle. En d'autres mots, il existe encore un grand nombre d'emplois composés à plus de 60% d'hommes ou de femmes. Une étude reprenait récemment les 140 catégories professionnelles répertoriées par Statistique Canada et a déterminé que sur les 140, 33 étaient à prédominance féminine et 81 à prédominance masculine. Si on regarde plus en détail pour voir quelles sont les caractéristiques propres de ces emplois qui attirent une majorité d'un seul sexe, on s'aperçoit que les emplois féminins sont généralement ceux qui ont une composante de soins, de care. Ils sont moins bien payés et même parmi les moins bien payés de tous les emplois, alors que les emplois masculins sont généralement plus liés à des métiers, à des emplois techniques et sont mieux payés et parmi les mieux payés de tous les emplois. J'ai pris la liste de classification nationale des emplois de Statistique Canada qui regroupe une quarantaine de catégories et ces constatations demeurent. Une autre chose que j'ai pu constater, c'est que les emplois à prédominance masculine sont beaucoup plus concentrés que ceux à prédominance féminine. On trouve en effet plus d'enseignants et d'infirmiers que d'électriciennes ou de pompières. Il y a peut-être plus de femmes dans des métiers mal payés, mais ça n'explique pas tout. D'une part, on y reviendra, ça n'explique pas pourquoi les emplois féminins sont moins bien payés, mais aussi ça n'explique pas pourquoi les rémunérations sont différentes aussi entre collègues. Il y a plusieurs théories. On mentionne parfois les niveaux d'éducation différents, le choix du domaine d'études ou de travail, les horaires de travail, le fait que les femmes sont encore plus nombreuses à travailler à temps partiel ou le fait que les grossesses et les congés de maternité empêchent les femmes de monter aussi rapidement que les hommes les échelons de leur travail. Pourtant, même quand on compense pour tous ces éléments, l'écart salarial demeure. Dans des entreprises non syndiquées, il n'est pas rare de voir des femmes avec la même expérience et les mêmes compétences être payées moins que des collègues masculins ayant le même emploi. Toute la démarche de l'équité salariale permet aussi de voir qu'il y a des tâches équivalentes qui ne sont pas rémunérées de manière équivalente. Lorsqu'on regarde les postes de pouvoir aussi, que ce soit à l'intérieur du marché du travail ou dans la sphère politique, les femmes sont rares. Celles qui arrivent se veulent peut-être la preuve que le système fonctionne, mais elles sont trop souvent l'exception qui confirme la règle ou le faire valoir égalité des chances de leurs patrons ou collègues. Vous vous demandez peut-être pourquoi. Peut-être ce que vient faire dans cette présentation sur la ségrégation, cette présentation sur la ségrégation professionnelle et l'équité salariale dans ma conférence sur le partage des tâches et le temps de travail, c'est que dans les milieux de travail comme à la maison, il semble que l'on s'attende à certaines choses des femmes. Ainsi, comme je l'ai évoqué plus tôt, les métiers de femmes sont généralement ceux de soins et de services qu'on appelle le care, alors que les métiers masculins sont dans la fabrication, le travail manuel et technique. On reconnaît dans l'un l'extension de la sphère privée et dans l'autre la mise en valeur de compétences productives. Pour simplifier, on pourrait dire qu'on oppose l'inné féminin à l'acquis masculin et l'acquis masculin est tellement plus productif. Pourtant, les qualités nécessaires aux soins des autres est aussi naturel que le talent de poser ou de comprendre des circuits électriques. Certaines personnes sont peut-être plus douées que d'autres, mais dans tous les cas, il s'agit d'un travail pas toujours évident, qui demande beaucoup d'efforts, qui est exigeant et qui s'acquiert par l'expérience et la pratique. Un travail exigeant, donc, mais aussi nécessaire collectivement. On ne pourrait se passer de personnel attentionné dans les hôpitaux, ni de surveillants compétents sur les chantiers. Sauf que les qualités féminines sont souvent vues non seulement comme étant performées sans effort, comme étant innées, mais aussi comme étant des compétences peu productives. Ainsi, on aimerait nous faire croire que les éducatrices en service de garde ne font que rentabiliser leur instinct maternel et divertir des enfants pendant que leurs parents gagnent leur vie, que les enseignantes travaillent du matin au soir par vocation et amour des élèves, que les adjointes administratives sont organisées et méticuleuses de nature et que l'absence de l'un ou l'autre de ces postes serait remplacée facilement ou transférable sans trop d'efforts ou de coûts.
Cette dynamique n'est pas exclusive aux hommes ou aux patrons, ni aux métiers traditionnellement féminins. La socialisation a permis l'intériorisation des stéréotypes de genre. Dès que nous sommes petites, on nous intime à la discrétion, à la remise en question, à l'empathie. Dès qu'ils sont petits, on les encourage à l'affirmation, à la découverte, à la prise de risque. Les filles et les garçons voient bien comment on les traite les uns et les autres, ce qui donne des réunions où les femmes s'expriment moins, ou lorsqu'elles s'expriment, elles ont plus de chances de se faire interrompre, où les idées énoncées par les femmes ont plus d'approbation si un collègue masculin la reformule, où les femmes prennent plus souvent en charge l'organisation même de la réunion, la prise de notes, les commandes de nourriture et la remise en place de la salle. Ces tâches prennent souvent beaucoup de temps à faire, mais sont rarement reconnues, donc rarement prises en compte lorsque vient le temps de parler de rémunération, et souvent, elles ne sont même pas comptabilisées dans les heures normales de travail. Le déséquilibre du partage des tâches domestiques n'est donc pas exclusif à la maison ou à la sphère domestique. On arrive à ma deuxième partie, qui est de regarder ce partage des tâches spécifiquement à la maison. Les statistiques étant difficiles à trouver pour d'autres ménages que les couples hétérosexuels, ce sont d'eux dont je parlerai pour les prochaines minutes. La première chose dont j'aimerais parler, c'est la définition même du travail domestique. Quand on parle de tâches domestiques, les questionnaires mentionnent généralement les catégories suivantes: l'entretien et le travail domestique de routine, et oui, messieurs, ça comprend passer la tondeuse et sortir les poubelles. La préparation de repas, le magasinage pour les besoins du ménage, donc faire l'épicerie, aller à la quincaillerie, renouveler les habits de neige. Le soin des membres du ménage, par exemple, s'occuper des enfants. Le soin des personnes à l'extérieur du ménage, comme préparer les repas chez une tante malade ou garder ses neveux et nièces. Les déplacements, comme aller porter les enfants à la garderie, à l'école ou aux activités le soir. On pourrait trouver que ça fait le tour et que ça fait pas mal, et que pas mal toutes les tâches domestiques s'y retrouvent. Ce n'est pas mon opinion ni celle d'un nombre grandissant de chercheurs. Ce qui manque, c'est ce que j'appelle la gestion du ménage ou l'espace mental de gestion. Il s'agit du travail invisible qui vient s'intercaler entre chaque tâche ménagère. Par exemple, si vous avez un partage relativement classique des tâches liées au repas, alors vous avez une personne, généralement, mais pas toujours la femme, qui cuisine, et une autre, généralement, mais pas toujours l'homme, qui fait la vaisselle. Sauf ce qui manque ici, c'est tout le travail qui vient permettre les repas. Il faut d'abord faire un menu. Ce menu doit être planifié en fonction des contraintes de chaque membre de la famille, par exemple les goûts, les allergies, les réunions, les activités qui donnent plus ou moins de temps pour le repas. Ensuite, il faut faire la liste d'épicerie, l'épicerie elle-même, et seulement après, on peut cuisiner. Prévoir tout cela, s'assurer que tout est fait pour permettre la réalisation des tâches demande du temps. La préparation des repas, c'est bien plus que le temps passé dans la cuisine. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Ce n'est que la pointe de l'iceberg des tâches invisibles, puisque la plupart des tâches précédentes demandent quand même un travail actif. Il y a aussi toute une énergie consacrée à rester constamment en alerte. Pour reprendre l'exemple des repas, il faut être en mesure de s'ajuster rapidement et être prêt à s'adapter advenant de nouvelles contraintes imprévues. Ajoutons cela, s'assurer que tout le monde va bien, savoir où chacun est, où chacun doit aller. Cet espace mental consacré à se rappeler des maladies de tout le monde, de tous les rendez-vous, des matières dans lesquelles chaque enfant excelle, de celles qui donnent plus de fil à retordre, les nuits blanches des parents quand leur enfant est sorti à une fête et revient tard, tout ça, c'est aussi un travail, c'est aussi exigeant et c'est d'une certaine manière aussi nécessaire. Personnellement, j'ai aussi découvert en vieillissant que prendre des nouvelles de sa famille, on ne le faisait pas que pour soi. Que ma mère n'appelle pas ma grand-mère chaque jour parce qu'elle a envie de lui parler. Mais ces conversations, plus que quotidiennes, les noterait-elle si on lui demandait combien de temps elle passe aux tâches domestiques? Considère-t-elle qu'il s'agit là du prendre soin des personnes à l'extérieur du ménage? Bref. Le graphique que je vous présente maintenant ne vous présente pas l'ensemble de l'histoire des tâches domestiques et ne comprend que les tâches les plus classiques. On y présente le temps consacré par les femmes au travail domestique par rapport au total du ménage. Dans un monde idéal, dans une société vraiment égalitaire, le partage se ferait à 50%. Mais comme on peut le voir, ce n'est le cas dans aucun pays. Le Danemark est l'endroit avec le meilleur partage. Les femmes n'effectuent que 56,6% de tout le travail domestique. À l'autre bout du spectre, nous avons l'Inde, où la femme est responsable de 87,2% du temps consacré au ménage. Le Canada se trouve beaucoup plus près du Danemark que de l'Inde, avec 63%. Bref, les femmes canadiennes font environ le 2/3 de toutes les tâches domestiques de la maison.
Cette réalité transnationale des femmes qui sont plus actives à la maison que les hommes se comprend d'abord par la même dynamique derrière la ségrégation du travail et des tâches au travail. La socialisation y est pour beaucoup. Les femmes sont supposées être plus organisées, plus propres, plus portées sur le soin des enfants. Il est donc normal qu'elles s'en occupent plus. Mais aussi, elles gagnent généralement moins que leurs conjoints, ont des horaires plus flexibles ou fractionnés, par exemple en travaillant à temps partiel. Ce trio donne l'image d'une femme naturellement portée aux tâches domestiques qui y consacre plus de temps parce qu'elle a plus de temps et parce que, puisque son travail contribue moins aux revenus de la famille, elle compense par une charge plus importante à la maison. Ce qui est paradoxal, c'est que d'après les calculs de l'Institut de la statistique du Québec, les femmes qui font le plus de tâches domestiques, ce ne sont pas celles dont le revenu est très faible, mais celles qui gagnent entre 50 et 80 000 $ par année, soit significativement plus que la moyenne. Étant donné la vision classique de l'homme pourvoyeur et de la femme dépendante des revenus de son conjoint, faut-il performer la femme ménagère lorsqu'on a du succès dans sa carrière? Rappelons toutefois que cette situation cache aussi une autre réalité, celle de l'accessibilité des mesures de conciliation emploi-travail, qui existent surtout pour des emplois bien salariés et syndiqués. Bref, mieux vaut être riche, en santé et avec de bonnes conditions de travail que pauvre, malade et avec un emploi qui répond seulement aux normes minimales. Je vais en profiter pour vous présenter des données qui m'ont beaucoup surprise quand je les ai trouvées dans les documents de Statistique Canada. Maintenant, quand j'ai préparé mon texte, je trouvais que mon tableau était compliqué, mais après avoir vu les présentations de ce matin, je me rends compte que c'est plutôt simple à comprendre. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque ligne présente le temps consacré aux tâches domestiques selon différentes configurations de couples hétérosexuels. La première ligne nous montre comment on se divise le temps consacré aux tâches domestiques lorsque les deux conjoints travaillent à temps plein. Il est vrai que chaque emploi a sa définition de travail à temps plein, mais on note quand même que la femme, malgré son emploi, consacre 61,6 % plus de temps que l'homme aux tâches domestiques. Sans surprise, à la ligne suivante, on constate qu'une femme qui travaille à temps partiel alors que son conjoint travaille à temps plein va faire beaucoup plus de tâches domestiques que son conjoint. La ligne suivante, donc la troisième, est là où ça devient vraiment intéressant. Lorsque la situation est inversée, que la femme travaille à temps plein alors que son conjoint n'est employé à temps partiel, c'est encore elle qui en fait le plus à la maison. Pour arriver à une certaine forme de parité, il faut que le seul soutien soit une femme. À ce moment-là, au contraire de la situation inverse, où la femme prend en charge la grande majorité des tâches ménagères lorsque son conjoint est le seul pourvoyeur, l'homme du couple ne fait qu'en prendre un tout petit peu plus, soit moins d'1 heure par semaine. Bien entendu, on peut s'imaginer que les couples où la femme est la seule source de revenus sont plutôt rares, plus que le contraire, mais on voit bien qu'il reste du travail à faire pour convaincre les hommes de prendre une part équitable des tâches domestiques. Avant de passer à ma révolution sociale du temps de travail, j'aimerais regarder avec vous ce qui peut être fait ou ce qui a déjà été fait ou tenté d'être fait au niveau politique pour essayer de changer les choses, pour pousser le partage des tâches d'un bord comme de l'autre. Il est clair que moi, avec mes lunettes féministes et progressistes, j'envisage un monde idéal où les hommes et les femmes se partagent les tâches domestiques à 100 %. Que tondre le gazon devienne aussi genré que mettre la table, que les hommes restent à la maison s'occuper des enfants aussi souvent que les femmes. Je dois également candidement avouer que je ne suis pas très douée dans l'ordre et le ménage, alors cette idée qu'on peut évoluer vers une société où le travail domestique n'est plus considéré ni dans ma maison ni dans ma culture comme étant de mon ressort me ferait particulièrement plaisir. La première politique publique que je propose de regarder est celle sur l'équité salariale. Son impact dépasse, ou devrait idéalement dépasser, le simple réajustement des revenus. Dans son processus lui-même, on essaie de comparer des tâches qui sont difficilement comparables en utilisant plusieurs critères qui sont chacun accompagnés par une explication de ce qui pourrait avoir été invisibilisé pour les femmes. Par exemple, quand on parle d'expérience, il ne faut pas oublier les compétences qui pourraient avoir été acquises à la maison, comme la gestion de budget ou la logistique d'activité, alors que les efforts requis peuvent vouloir dire la capacité intellectuelle et mentale de gérer plusieurs dossiers de front. Sans oublier que l'effort physique est souvent négligé pour les femmes qui travaillent debout toute la journée et doivent manipuler des personnes requérant des soins. Bref, le travail derrière l'équité salariale sert également à mettre en lumière les tâches, compétences et qualités des femmes qui ont été ignorées ou vues comme normales et faciles de par leur nature. Ces tâches, compétences et qualités sont les mêmes qui sont souvent passées sous silence dans la sphère privée.
On peut donc espérer que la reconnaissance au travail se traduise par une reconnaissance à la maison et permette un recalibrage qui prend en considération les efforts nécessaires pour les accomplir. De l'autre côté, nous avons eu un gouvernement conservateur qui a proposé de mettre en place le fractionnement du revenu. Rapidement, qu'est-ce que c'est le fractionnement du revenu? Parce qu'on ne l'a pas eu finalement. C'est un mécanisme fiscal à travers lequel un couple dont une personne gagne significativement plus, généralement l'homme, peut transférer une part de son salaire à la personne qui gagne significativement moins, généralement la femme. La mesure a été décriée d'une part parce qu'elle favorisait seulement une minorité très bien nantie de contribuables, mais l'autre enjeu qui était généralement soulevé était le type d'arrangement familial que cela favorisait, c'est-à-dire l'homme pourvoyeur et la femme à la maison, en rendant financièrement plus attrayants des couples avec une grande disparité de revenus. Si on revient à mon tableau, que je trouvais si compliqué, cela voudrait dire une famille avec un seul soutien ou avec la femme qui travaille à temps partiel. Si la mesure avait été retenue, les couples répondant à une telle définition n'auraient eu aucun avantage à changer la situation. Bien entendu, certaines femmes veulent rester à la maison et cela est très bien, mais elles doivent pouvoir tout autant choisir d'aller travailler et ce choix ne devrait pas se faire aux dépens de ses revenus. À ceux et celles qui me répondront que le contraire doit aussi être vrai, sans doute, mais nous ne sommes malheureusement pas encore dans une société où ce choix est fait en grande partie. Nous sommes encore dans une société où le choix est fait en grande partie basé sur la nature maternelle des femmes. Quand autant d'hommes que de femmes voudront rester à la maison pour l'éducation de leur progéniture, d'autres solutions pourront être trouvées. Justement, ça nous amène à la troisième politique publique dont je voudrais parler, c'est-à-dire les congés de parentalité. Le Québec est l'un des rares endroits au monde à avoir 3 types de congés lorsqu'un enfant vient au monde. Chaque parent a droit à son congé propre, puis ils peuvent choisir entre eux comment se séparer la plus grande partie du congé de parentalité. Premier constat, grâce au congé qui leur est dédié, c'est au Québec que les pères prennent le plus de temps avec leur nouveau-né de toute l'Amérique du Nord. Cependant, les femmes sont encore celles qui prennent la majorité du congé de parentalité. Les choses évoluent quand même, et même si c'est une minorité, on voit de plus en plus de pères prendre une partie du congé de parentalité. Déjà, seulement cette information devrait nous donner espoir pour le futur. Mais comme le confirme une étude du Conseil du statut de la femme, les couples dans lesquels les pères prennent du temps seuls avec leur enfant, et c'est important, la partie seule avec l'enfant, au tout début de sa vie aura tendance à mieux partager les tâches domestiques. On peut s'imaginer sans trop d'efforts que de passer assez de temps seul avec le bébé pour être obligé de distinguer ses différents cris et pleurs, gérer sa stimulation à travers des jeux répétitifs dont on se lasse rapidement, le mettre au lit, le lever, lui donner à manger, bref, s'occuper en exclusivité de ce petit être pendant une période étendue peut aider à faire comprendre la part acquise du talent maternel qui peut s'acquérir tout autant par un père et rassurer la mère qu'elle n'est pas le seul parent de référence. Finalement, il y a les mesures de soutien pour les proches aidants. Au Québec, il est intéressant de savoir qu'une part assez similaire d'hommes et de femmes accomplissent des tâches de proches aidants. Cependant, celles-ci diffèrent en nature. Si les hommes exercent plutôt le rôle de chauffeur au fond des commissions pour les personnes malades ou en perte d'autonomie, les femmes sont celles qui s'occupent le plus du quotidien, des soins personnels, du soutien psychologique. Comme on peut le voir, l'une des séries de tâches est plus lourde et engageante que l'autre et correspond relativement bien à la division des tâches domestiques et des catégories d'emploi qui sont le lot des femmes. Ce travail est très peu reconnu, bien qu'il soit très exigeant physiquement et émotionnellement. Puisqu'aucun salaire n'est associé au soutien de ses proches, plusieurs doivent continuer leur emploi à temps plein, en plus de s'occuper pendant leur temps libre d'un être cher. Depuis janvier 2016, l'assurance emploi permet d'obtenir des prestations de compassion. La durée des prestations est limitée à seulement 6 mois et est conçue spécifiquement pour accompagner une personne en fin de vie, mais il n'en demeure pas moins que c'est une avancée intéressante qui permet la reconnaissance d'un travail qui se faisait dans l'ombre et sans soutien gouvernemental. Bref, les politiques publiques qui travaillent à la reconnaissance et à la valorisation et au dédommagement financier pour certains types de tâches permettent de les décloisonner et on pourrait imaginer un futur où les tâches plus routinières de soins et d'entretien ne sont pas vues péjorativement comme du travail de femmes, mais seulement comme du travail. Déjà, on sent un changement générationnel tant dans le vécu de la paternité que dans l'indépendance ménagère des jeunes hommes. Espérons que ces attitudes suivent jusque sur le marché du travail. On en arrive maintenant à la partie finale de ma présentation, celle sur ce qu'on peut faire de radicalement différent pour changer la situation.
Il est vrai que j'ai parlé beaucoup de familles, de parents et de femmes, mais c'est important de rappeler que la conciliation emploi-famille n'est pas que des mesures d'accommodement pour les mères. D'une part, les hommes ont tout autant de responsabilités là-dedans, mais aussi la famille dépasse simplement notre progéniture ou même notre famille immédiate. La conciliation emploi-famille doit permettre une flexibilité pour les années particulières que sont l'enfance, mais doit aussi prendre en considération la richesse des liens que l'on tisse avec son entourage et sa communauté, la famille élargie que l'on se crée. Imaginons une société où il est légitime de demander une réduction de son temps de travail parce que sa nièce est malade ou parce que sa voisine est tombée dans les escaliers. Ça prend un village pour élever un enfant, ça en prend un aussi pour faire société. Au printemps dernier, l'IRIS a décidé de se poser la question de ce qui pourrait être fait pour avoir un Québec autrement qu'austère. Plutôt que de faire les propositions habituelles de réinvestir là où il y a eu des compressions et de revenir à un modèle qu'on avait avant, on a décidé d'être audacieux. D'une part, l'argent ne règle pas tout s'il est mal investi, et d'autre part, il est faux que le modèle d'avant n'avait pas de problème qu'il fallait tenter de régler. Bref, soyons audacieux. On a divisé les politiques publiques en 5 chantiers, temps, démocratie, territoire, transition écologique et bien-être. Celui sur lequel j'ai travaillé était temps, qui voulait revoir la configuration du temps consacré au travail. On s'est concentré sur le temps de travail parce que c'est celui qui prend le plus d'espace, celui dans lequel on est le plus contraint. On voulait en quelque sorte s'attaquer à la flexibilisation du temps de travail qui se fait généralement au niveau de l'administration plutôt que des travailleurs et des travailleuses elles-mêmes. On est arrivé à la conclusion qu'il fallait que chacun travaille moins, et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, il faut réduire pour l'emploi. On le sait, on l'entend souvent, et même de plus en plus, la robotisation du travail est à nos portes et il n'y aura plus d'emploi bientôt. Bien que les prédictions les plus alarmistes me semblent exagérées, il est vrai que nous semblons être à l'aube d'importantes mutations du marché du travail. Certaines tâches pourront être faites plus vite et mieux par un soutien technologique que ce qui aura indéniablement un impact sur les emplois. Par contre, si on décidait dès aujourd'hui de réduire le temps de travail de chaque individu, il serait alors possible de créer des emplois qui pourraient être comblés par les personnes qui se verraient laissées pour compte. Réduire le temps de travail individuel pourrait vouloir dire augmenter le temps de travail collectif et tendre vers un plein emploi dans une société reconfigurée. Ensuite, il faut réduire le temps de travail pour la productivité. Lorsqu'on étudie en fait l'efficacité au travail, on voit rapidement que ce ne sont pas les dernières heures travaillées qui sont les meilleures, qui sont les plus efficaces. Réduire le nombre d'heures de chaque personne pourrait aussi vouloir dire améliorer le travail globalement. Ce qui m'amène tout de suite au troisième point, parce qu'il est en lien direct avec le deuxième. La productivité serait aussi aidée par le fait qu'une réduction du temps de travail permettrait d'enlever un peu de pression professionnelle sur les personnes qui ont des emplois stressants et difficiles. Prenons les infirmières et les enseignantes. Dans les deux cas, le travail est souvent plus exigeant qu'il en a l'air. Pour les infirmières, on parle d'horaires brisés, de périodes de travail parfois doublées par le manque d'effectifs, alors que les enseignantes, il faut plusieurs années dans des classes difficiles ou à faire du remplacement pour avoir le droit d'arriver à avoir une classe qui exigera quand même de travailler matin, soir et fin de semaine. On comprend facilement que le taux de roulement est très élevé. Près du quart des diplômés changeront de domaine avant 5 ans d'exercice. Ajoutons à cela que les dépressions sont liées au travail 33% du temps, ce qui en fait la raison principale des dépressions. Ça coûte cher pour l'employeur, ça coûte cher pour la société, ça coûte cher pour l'individu. Finalement, le quatrième motif pour réduire le temps de travail est simplement la qualité de vie. Je l'ai dit plus haut, les pères qui passent plus de temps seuls avec leurs enfants sont plus engagés comme parents et partagent mieux les tâches domestiques. Si on peut travailler moins, on peut peut-être s'organiser pour que le temps dégagé soit fait de manière à ce qu'on puisse s'impliquer dans sa famille ou dans sa communauté. Bref, comment est-ce qu'on peut y arriver? Je vais passer rapidement sur les 3 moyens. D'une part, on pourrait réduire le temps de travailler par semaine, changer la norme pour que le temps plein soit considéré à 32 heures par semaine. Les horaires pourraient être élaborés en partenariat avec les travailleurs et travailleuses, que le milieu soit syndiqué ou non, pour qu'il soit possible de concilier les horaires de chacun selon leur réalité particulière à la maison. Par exemple, commencer à 10 heures s'il faut porter le petit à la garderie pour une personne ou pour une autre, travailler moins de jours parce qu'on doit s'occuper d'un proche en relais avec d'autres membres de sa famille. Sur un autre niveau, il faut également réduire le temps annuellement, par exemple en augmentant le nombre de semaines de vacances minimales.
Déjà, on peut voir que le travail est plus efficace quand on revient de vacances, quand on a réellement su décrocher pendant une semaine ou deux. On revient reposé et prêt à relever de nouveaux défis. Ça, c'est la manière un peu positive de dire les choses, de manière un peu poétique. C'est dire qu'on a dégagé une nouvelle tolérance au stress. Il faut donc renouveler ces vacances ressourçantes régulièrement si on veut être capable d'endurer le stress du travail. Finalement, et là où est-ce qu'on était vraiment audacieux dans notre proposition, on suggère de créer un régime similaire au RRQ, mais pour des congés ponctuels, des cotisations qui seraient transférables d'un emploi à l'autre, et les employeurs seraient obligés d'accommoder les personnes qui en font la demande à condition que la demande soit faite assez longtemps d'avance. Ces congés pourraient être utilisés pour allonger les congés de parentalité, pour s'occuper d'un proche malade, mais aussi pour prendre du temps pour développer un nouveau projet ou simplement se dégager du temps pour soi. Il n'est pas question ici d'appauvrir les familles ni d'augmenter leur niveau d'incertitude ou de stress, mais d'augmenter le temps consacré à autre chose que le travail. Le travail est le centre de nos vies et le centre de notre société. Les personnes qui n'ont pas d'emploi sont vues comme non productives, même quand elles passent leur temps à s'occuper des autres ou à faire du bénévolat. S'il n'y a pas de salaire, on a de la difficulté à voir l'effort ou le mérite. De l'autre côté, on dirait que tout salaire est considéré comme juste. Si les gens n'aiment pas avoir un salaire de misère, qu'ils trouvent un nouvel emploi. Il faut changer ça. Il faut que le travail socialement utile soit vu, reconnu et mieux partagé. Et si on veut y arriver, il faudra plus que simplement revoir le temps consacré au travail. Pour que le partage des tâches devienne équitable et pour que la conciliation emploi-famille devienne un enjeu à la fois banal et facilement accessible pour tous et toutes, il faudra des politiques publiques innovantes, des employeurs ouverts, mais aussi peut-être et surtout qu'on apprenne à faire société autrement. Merci.